Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer par un cours sur la modélisation locale et le passage du modèle local au modèle global d'actions mécaniques de contact, mais cette fois-ci en supposant que le contact n'est pas parfait. Donc tout ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était en supposant le contact parfait. Alors qu'est-ce que ça va changer? Donc si je reprends la page de présentation sur les actions mécaniques de contact surfaciques de façon générique. On a vu qu'effectivement au niveau on pouvait définir donc là en rouge la surface de contact. Autour d'un point courant de cette surface qu'ici j'avais appelé P, je peux définir un petit élément de surface. Et on a vu que le torseur d'action mécanique de 1 sur 2, localement, si je m'intéressais juste à ce qui se passait au niveau de ce petit ds, ça allait être un glisseur avec une petite force qui passe par le point P, ce qui fait au passage que le moment est nul. Maintenant, on va reprendre un peu cette expression. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette expression de notre petite résultante élémentaire? On a Fp qui représente, on va dire, la densité surfacique d'effort, typiquement qui est homogène à une pression. Ensuite, on a notre ds, notre élément de surface, et enfin on a ce vecteur U de P. Donc U de P, c'est le vecteur unitaire qui va porter, qui va porter cette petite résultante. Ce qu'on a vu dans le cas du contact parfait, c'est que ce U de P, c'était nécessairement la normale au contact. Voilà, donc contact parfait, ça veut dire que notre petite force va être portée par la normale au contact. Donc là, typiquement dans des cas plans, mais on peut imaginer ça sur, par exemple, la pression la pression dans un ballon de foot, voilà, qui va être radiale, qui va être à chaque fois normale au contact. Ok, dans le cas d'un contact qui n'est pas parfait, je pense que vous avez compris, hein, le U de P ne sera pas nécessairement normal. Maintenant, pour définir ce U de P, on va en fait utiliser un cours qu'on a déjà fait précédemment, et on va juste voir comment il s'applique dans le cadre de la modélisation locale. Ce qu'on avait vu, c'était le modèle de Coulomb. Et on avait parlé des deux possibilités. Soit on est dans une situation d'adhérence, c'est-à-dire que le vecteur vitesse au niveau du point de contact est nul, hein, mais on avait globalement raisonné avec cette image où on avait juste un point de contact. Soit, du coup, on a du glissement, c'est-à-dire qu'au niveau du point de contact, je peux avoir du glissement. Bon. Et à côté, j'avais fait ce petit dessin et on avait un petit peu raisonné dessus. Mais bon, c'était pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce que là, en raisonnement, hein, j'avais fait comme si j'avais seulement un point de contact au niveau du point I. Mais c'est pas vrai. Là, j'ai plusieurs points de contact. J'ai même une surface de contact. Imaginez typiquement un livre posé sur un livre. Donc, on va voir comment on peut exploiter la théorie de Coulomb pour modéliser, d'un point de vue local puis d'un point de vue global, le contact entre deux solides si ce contact n'est pas parfait. Alors, il n'y a pas grand-chose à retenir si vous avez déjà vu tout ce qu'on a vu précédemment. Il va juste falloir l'écrire avec le formalisme des petites actions mécaniques. Donc là, j'ai mon solide 1, là, j'ai mon solide 2, ok. Je suppose que j'ai une liaison qui est non parfaite entre les deux, hein, que j'ai du frottement avec un coefficient de frottement que je vais appeler mu. Pour changer, j'ai trop de f dans le sujet. Voilà, donc mu, c'est mon coefficient de frottement. Ce qui fait au passage, hein, vu que là on me donne phi, je vous rappelle que tangente phi va être égal à mu. Ok. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais pouvoir, dans le cadre de l'adhérence ou dans le cadre du glissement, alors je vous rappelle, hein, soit glissement, soit... On peut mettre aussi dedans la limite de glissement. Ça marchera de la même façon. On va voir comment est-ce qu'on écrit les torseurs d'action mécanique locales. Alors, la première étape, ça va être, comme d'habitude, de définir un petit élément de surface autour de notre point I. Peut-être pas le faire en orange. Voilà, donc là, je définis un petit élément de surface. Donc, en dessous, je vous ai fait une représentation 3D, hein, juste pour essayer d'être un tout petit peu plus clair sur la visualisation. Donc là, on va dire que j'ai mon point I. Et je vais faire mon élément de surface autour. Voilà, donc là, j'ai mon petit ds. Et en noir, c'est mon point I. Très bien. Alors, je vous rappelle, hein, je peux dessiner mon cône de frottement. Donc, c'est le cône qui aura pour demi-angle au sommet phi. Donc là, je représente mon cône de frottement. Alors, si je vous parle chinois, hein, c'est que vous n'avez pas tout compris au cours sur la modélisation de Coulomb. Et je vous invite à re-regarder ce cours avant d'attaquer celui-là, sinon vous allez un petit peu souffrir.
Et ensuite, donc localement, on sait qu'on va avoir une petite résultante, une petite force qui va s'appliquer au point I. Et vu qu'on est dans le cadre de l'adhérence, on sait que forcément notre force, elle va être dans ou sur le cône de frottement. Mais elle ne peut pas être à l'extérieur, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc là on va supposer que j'ai ma petite résultante de 1 sur 2. 1 c'est la pièce du dessous. Très bien. Alors, cette résultante, je vais pouvoir la décomposer. Alors, je vais un tout petit peu zoomer. Je vais pouvoir la décomposer en une composante normale. Donc là, la normale à mon contact, c'est le vecteur z. Donc on va dire que j'ai une composante normale ici. Et une composante tangentielle qui va être du coup portée partiellement par x et partiellement par y. Ok. Donc cette composante normale, je vais l'appeler dn. Cette petite action mécanique, voilà. Et là, je vais appeler ça dt. N comme normal et t comme tangentiel. Ok, alors maintenant qu'on a fait un joli petit dessin, on va essayer de formaliser un petit peu les choses. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur cette action mécanique? Donc, on sait qu'on va pouvoir écrire le petit torseur d'action mécanique de 1 sur 2. Que ce petit torseur d'action mécanique, si je l'écris au niveau du point d'application de la force, donc au niveau du point I, je vais avoir un moment nul. Jusque-là, c'est identique avec tout ce qu'on avait fait d'un point de vue formalisme sur le contact parfait. Et en haut, donc, j'ai ma résultante de 1 sur 2. Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Donc, j'ai toujours un moment nul, mais ma résultante, je vais pouvoir la décomposer comme étant une composante tangentielle, dn portée par z, et une composante tangentielle. Mais alors, cette composante tangentielle, est-ce qu'elle est portée par x, est-ce qu'elle est portée par y, est-ce qu'elle est portée un peu par x, un peu par y? Je ne sais pas trop. Donc, dans le doute, je vais écrire du dt1 porté par x plus dt2 porté par y. A priori, je n'ai pas d'argument qui me justifie que ma composante va être plutôt portée par x ou plutôt portée par y. Au point I. Ok. Donc super, on a un petit peu progressé. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors on peut aller un petit peu plus loin quand même. On sait des choses sur dn. dn, c'est la composante normale, et c'est la composante, on va dire, qui correspond à un contact parfait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dn va être de la forme la pression au niveau de mon point I. Alors pression vraiment au sens appui normal au contact. Hein. Donc la pression au niveau de mon point I, fois ds, voilà, donc, ce qu'on pouvait dire dessus, donc c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que si je connais le champ de pression en fonction du point, je devrais pouvoir m'en sortir. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur dt1 et dt2? Eh bien, pas grand-chose. Si on utilise la théorie de Coulomb, on va avoir le fait que dt1, on va voir le fait que la composante tangentielle, de façon générique, est inférieure ou égale à f fois la composante normale. Donc, ce qu'on peut traduire, hein, dt1 au carré plus dt2 au carré, racine carrée. Hein, donc là, j'obtiens bien la norme, si vous voulez, de ma composante tangentielle, qui doit être inférieure ou égale à petit mu, pardon, avec les notations, donc mon coefficient de frottement fois dn. Bon, donc est-ce que dans le cadre de l'adhérence, hein, j'ai oublié de le marquer, hein, là, ici, je suppose que je suis dans le cas de l'adhérence. Ok, bon, est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Pas vraiment. Et là, on est face à un problème, c'est-à-dire que même si je sais que, juste pour poser un brin de contexte, on va supposer que on a un gros rocher tout plat, enfin on va dire un pavé, qui est posé sur le sol et on est en train de le tirer. Mais là, on ne tire pas assez fort et du coup, pour l'instant, on est en situation d'adhérence. J'ai aucun argument qui me permet de dire d'une part ce que vaut dt1, ce que vaut dt2, dit autrement, plus géométriquement, autant je peux avoir une bonne approximation potentiellement à cause grâce au poids, etc. Je peux calculer dn assez proprement, je vous laisse y réfléchir, autant dt de façon générique, je ne le connais pas. À la limite, je sais juste que la somme sur toute ma surface de mes dt, a priori, si j'écris un théorème de la résultante statique, eh ben, toutes les composantes suivant x s'annuleront, et les composantes suivant y seront égales à moins f. Bon, ok, super, mais vu qu'en chaque point, je peux avoir une direction et une valeur différente, en pratique, je ne sais rien sur dt1 et dt2. Donc tout ça pour dire que quand on a de l'adhérence,
On ne peut pas dire grand-chose. Le seul truc qu'on peut dire, c'est la forme du torseur, qui a priori va ressembler à ça. Et je vous laisse vous convaincre, essayer de démontrer, par exemple, en raisonnant au niveau du point O, si vous essayez de décrire le torseur global de l'action mécanique de 1 sur 2, vous allez trouver un torseur de type encastrement. Encore une fois, c'est assez logique, puisque quand on a de l'adhérence, je vous rappelle que notre pavé, là, il ne bouge pas par rapport à la pièce 1. Donc on est bien dans une configuration de type encastrement. Donc c'est pas illogique de retrouver un torseur d'action mécanique associé à un encastrement. Mais bon, petit calcul que je vous laisse faire si vous voulez pour vous amuser. Alors ce qui est plus intéressant, c'est la phase de glissement. Donc là maintenant, on va supposer que je tire suffisamment fort sur ma force F. Voilà, donc là j'ai une force F qui va être plus importante. Et ce qui fait que au bout d'un certain moment, mon pavé va se mettre à bouger. Super. Alors, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Avec le même raisonnement que précédemment. On va commencer déjà par écrire la même chose jusque là. Alors je vais même recopier l'image, comme ça on pourra se faire des petits dessins sans avoir à remonter. Alors, coller. Hop, on va même... Hop, pardon. Ça plutôt en dessous. Ok. Oups. Ok, alors j'ai dû perdre mon X ici. Et la flèche sur mon Z. Ok. Alors maintenant, on va supposer qu'on a du glissement. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire à ce moment-là? Il va falloir réfléchir au niveau du point local. Donc j'efface toutes mes constructions pour l'instant. Bon. Ça aurait peut-être été plus rapide de refaire le dessin. Ok, je redessine mon cône de frottement. Très bien. Et on efface ça. Bon, je vais garder ma normale, c'est pas trop gênant. Alors, reprenons. Il va falloir réfléchir au niveau du point de contact qui nous intéresse. Donc là, en l'occurrence, le point I à... C'est quoi ce truc? Ah, zut. Alors, excusez-moi. Au début, j'étais parti pour faire exercice en entier. Mais finalement, on fera un autre exercice. Hop. Et puis en plus, je m'étais gouré dans le paramétrage. Ok, donc ça, j'efface. J'en ai pas besoin. C'est parti. Donc, reprenons. Je disais, au niveau du point de contact, il va falloir réfléchir au vecteur vitesse de glissement. Alors là, attention, je m'intéresse à l'action mécanique de 1 sur 2. Donc la question que je vais me poser, c'est quel va être le vecteur vitesse du point I appartenant à 2 par rapport à 1. Donc encore une fois, si on s'intéresse à l'action mécanique de 1 sur 2, ce qui va compter, c'est le vecteur vitesse au point de contact de 2 par rapport à 1. Encore une fois, caché derrière, il y a des histoires de calcul de puissance et de co-moment. Je vous renvoie au TD3 pour plus de détails, mais ce n'est pas du tout au programme de cette année, ce sera pour l'an prochain. Alors, d'après vous, si je tire mon pavé vers la droite, donc le sol, je ne l'ai pas représenté, mais en dessous, du coup, on a le sol. D'accord, ça sera ma pièce 1. Comment va être le vecteur vitesse de I appartenant à mon solide 2 par rapport à mon solide 1? Tout mon pavé va avoir tendance à aller vers la droite. Au passage, c'est un mouvement de translation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, tous mes vecteurs vitesse sont uniformes dans le mouvement de 2 par rapport à 1. Et du coup, je vais avoir un vecteur vitesse de I appartenant à 2 par rapport à 1 qui va être comme ceci, dirigé vers la droite. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que je sais, d'après mon cours sur Coulomb, que la composante tangentielle, elle va s'opposer à la vitesse. Donc là, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que mon dt, il va être vers la gauche. Ok, alors ça, pour l'instant, c'est intéressant. Alors par contre, j'ai pas encore trop réfléchi à la norme, mais déjà, je connais la direction et le sens. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est pas très compliqué. Si on connaît la composante normale, et la composante normale, souvent, on va pouvoir la connaître assez facilement, dn. Après, il nous suffit de savoir que quand on a du glissement, on est nécessairement sur le cône de frottement. Donc par conséquent, j'ai juste à rester sur le cône de frottement jusqu'à arriver à une longueur, enfin à une norme de force de façon à ce que ma résultante ça soit égale à dn.
Et donc là, si je descends, du coup, je me suis un peu formé. Donc là, si je descends, je devrais arriver au bout de ma flèche dt. Ok, donc ça, voilà, dt, je sais ce que ça vaut. Donc je vous rappelle, en termes de direction et de sens, ça va s'opposer au vecteur vitesse local. J'insiste sur le côté local du vecteur vitesse. Et après, en termes de valeur de dn par rapport à dt, c'est pas très compliqué. Je sais que forcément, ma petite force élémentaire, elle est sur le cône de frottement. Ok, donc là, je vous l'ai fait en termes de dessin. Maintenant, on va réfléchir à comment est-ce qu'on l'interprète dans le cas présent. Déjà, première étape, on va pouvoir écrire que le moment est toujours nul au point I et qu'on va avoir du coup du dn toujours porté par le vecteur z, mais on va avoir quelque chose de la forme moins dt porté par y. Déjà là, c'est pas mal. Au point I. Et donc on continue avec... Alors en général, on commence par écrire le dn, parce que le dn, l'expression, elle est facile, on la connaît. Donc avec dn qui est égal à quoi? Qui est égal, on l'a vu précédemment, précédemment à ce niveau-là. Donc ça, c'est simplement le cours sur la modélisation du contact parfait. Donc c'est ma pression locale, donc je vais appeler P de I, fois mon élément de surface, ds, fois ma normale, c'est-à-dire dans le cas présent, petit z. Excusez-moi, le petit z, je l'ai sorti. Donc là, bon, dn, c'est juste la composante... c'est juste la composante portée par z. Ok, et du coup, dt, c'est égal à quoi? C'est égal à f fois dn. Mu, excusez-moi avec les notations du sujet, mu, mon coefficient de frottement fois dn, c'est-à-dire a mu p de i ds. Alors attention, là le signe moins, il n'est pas dans mon dt, au niveau de mes notations. Bon, ça dépendra des exercices, etc. Il faut juste être cohérent du début à la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connais mon champ de pression qui s'exerce de mon solide 1 sur mon solide 2, soit parce qu'il est uniforme, c'est facile, soit sinon je connais son expression en fonction, par exemple, de x et de y. Et je peux calculer après je connais dn, et du coup je connais dt. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Là j'ai fait l'étape 1. Ensuite, étape 2, il me reste à écrire mon torseur élémentaire de 1 sur 2, mais en un point qui ne bouge pas, par exemple le point O. Voilà, donc ça ne va rien changer à la résultante, mais il faudra calculer le petit moment élémentaire au point O de l'action mécanique de 1 sur 2. Et après, une fois qu'on en est là, étape 3, pour trouver le torseur d'action mécanique de 1 sur 2, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement donc intégrer sur ma surface de contact la petite résultante élémentaire de 1 sur 2 et intégrer sur la surface mes petits moments élémentaires de 1 sur 2 en haut. Voilà, donc globalement la démarche ne change pas, c'est toujours la même chose. Le seul truc qu'il faut avoir bien compris, c'est que quand on est en situation, alors je l'ai remarqué glissement, ouais. Quand on est en situation d'adhérence, on va avoir donc que notre composante normale, c'est quelque chose de la forme PDS fois le vecteur normal, ok, et que pour la composante tangentielle, a priori elle est non nulle, mais qu'on ne sait pas grand chose dessus, on a juste cette inégalité. En pratique, on va très peu étudier ce genre de cas. Par contre, si on est dans une situation de glissement, ou si on est à la limite du glissement, ou si on vous dit qu'on est sur le cône de frottement à la limite, ce qu'on doit faire, on part de la même façon, mais il va falloir commencer par tracer, donc si on s'intéresse à l'action mécanique de 1 sur 2, tracer le vecteur vitesse au niveau du point de contact local, donc le vecteur vitesse au point I de 2 par rapport à 1. Et on sait que la composante tangentielle, elle va s'opposer à ce vecteur vitesse. Donc on connaît directement la direction et le sens de la composante tangentielle. Et après, pour trouver le lien entre dn et dt, il suffit de se souvenir que quand on a du glissement, on est nécessairement sur le cône de frottement. Et du coup, on peut relier dn et dt soit par le coefficient de frottement mu, soit par le demi-angle au sommet du cône phi. Je vous rappelle que mu est égal à tangente phi. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bon, on a l'expression de dn et de dt en fonction de la pression PI.
Et à partir de là, donc on rentre dans la méthode classique, hein. Je connais mon torseur élémentaire au point I, j'exprime mon torseur élémentaire en un point qui ne bougera pas pendant l'intégration, typiquement le point O, et après je calcule mes intégrales sur mes surfaces. Donc après c'est plus que du calcul d'intégration plus ou moins compliqué, mais c'est tout, voilà. Donc la seule subtilité, c'est de comprendre quand il y a de l'adhérence, quand il y a du glissement, qu'est-ce qui change dans la définition des dn et des dt. Et c'est tout pour le cours d'aujourd'hui, qui clôt, je pense, le cours sur la séquence 7. Et on va attaquer du coup un exercice là-dessus tout de suite.